Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette édition de votre journal de la soirée au sommaire de l'actualité. Une cérémonie de signature de 6 accords bilatéraux a eu lieu en présence des deux chefs d'État, en l'occurrence le président de la République Ismaël Omar Guelleh et son homologue égyptien Ezebsi. Le chef de l'État français finit par accepter la démission de son numéro 2, le ministre de l'Intérieur. C'était les sommaires. Bienvenue sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a entamé ce matin sa visite officielle de 2 jours, partant où il a été accueilli au palais présidentiel de Carthage par son homologue tunisien. Tapis rouge, hymne national des deux pays, entonné par la fanfare des gardes d'honneur. Le chef de l'État a été accueilli avec les honneurs dus à son rang. À son arrivée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par le président tunisien Adjeb Ezebsi. Eh bien, le chef de l'État a salué les différentes troupes présentes à l'occasion. Durant donc cette visite du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, il y a eu ce tête-à-tête avec son homologue tunisien qui lui a souhaité la bienvenue et à son hôte djiboutien. Après donc les deux hymnes nationaux entamés, le chef de l'État et son homologue tunisien ont eu leur premier entretien pour échanger les idées et les expériences afin d'améliorer et d'approfondir les relations bilatérales entre les deux pays frères et amis. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh donc a suivi une présentation des membres du gouvernement du pays hôte, en l'occurrence la Tunisie. Le président Ismaël Omar Guelleh a eu cet entretien avec son homologue tunisien en présence des deux chefs de la diplomatie de deux pays. Après ce premier tête-à-tête, il a été suivi d'un entretien élargi entre les deux délégations. Le chef de l'État djiboutien et son homologue tunisien, donc Ezebsi, ont fait une déclaration de presse juste après cet entretien, après donc des longues consultations entre les deux ministres des Affaires étrangères de deux pays, place donc à la signature des accords de divers domaines. Le président tunisien a précisé que Djibouti se trouve dans une position géostratégique pour qu'elle puisse accueillir les bases des puissances étrangères. Il a souligné qu'un comité conjoint entre les deux pays a été créé en 2010 et qu'elles doivent reprendre son travail
pour approfondir les contacts et les visites entre les deux chefs d'État de manière permanente. De son côté, le chef de l'État a indiqué lors de cette réunion élargie que donc son hôte lui a réservé un accueil digne de son nom à lui et à sa délégation. Eh bien, une cérémonie de signature de 6 accords bilatéraux a eu lieu en présence de 2 chefs d'État. Le ministre des Affaires étrangères et son homologue tunisien ont paraphé un accord d'exemption des visas diplomatiques et des passeports de service. Des accords également liés dans le domaine maritime a été signé. Un accord portant sur les technologies de l'information et de la communication a également a été également à l'ordre du jour lors de ces signature d'accords. Un projet de programme exécutif de coopération culturelle pour l'année 2019, 2020 et 2021 a été également signé. Les 2 ministres chargés du tourisme et de l'artisanat ont quant à eux signé un accord de coopération dans le domaine touristique. Dans son discours, le président tunisien a souhaité la bienvenue au président de la République, Ismaël Marguerite, et à sa délégation. Il l'a remercié pour cette visite en République tunisienne après l'invitation qui lui avait été adressée. Cette visite, a-t-il indiqué, nous a permis d'échanger des points de vue et des expériences et de discuter des moyens de renforcer les relations de 2 pays dans divers domaines au profit de 2 peuples frères. Le président Béji Essebsi a indiqué que de nombreux accords ont été conclus aujourd'hui dans le cadre de cette visite de la délégation à sa tête, le président Ismaël Marguerite. Il a souligné la volonté commune de 2 pays de développer davantage leurs relations, en particulier dans des domaines comme la politique, l'économie ou le social. Ces accords ont été signés en présence des parties et des parties concernées afin d'entrer en vigueur le plus rapidement possible, a-t-il martelé. Les points de vue de 2 pays dans ces domaines sont identiques et parallèles, d'autant plus que Djibouti et la Tunisie occupent une position stratégique pour prendre donc des positions communes au sein de l'Union africaine. Il a indiqué qu'il a salué la sagesse et le rôle de Djibouti dans la stabilisation de la Corne de l'Afrique et dans l'hébergement des bases militaires étrangères. S'exprimant en arabe, le président Ismaël Marguerite a quant à lui exprimé ses remerciements au gouvernement et au peuple tunisien, également son homologue égyptien pour l'hospitalité et l'accueil chaleureux dont a fait preuve depuis leur arrivée sur le territoire tunisien. Le numéro 1 djiboutien a préciser que les relations tuniso-djiboutiennes sont historiques et nous félicitons les progrès considérables enregistrés ces dernières années au vu de l'intérêt commun des 2 pays. Le président Guelleh a indiqué qu'au cours des discussions que nous avons eues, nous avons convenu d'aller de l'avant afin de renforcer ces relations au cours de la période à venir, ainsi que le dernier développement dans le monde arabe et sur la scène internationale. Il a également abordé des questions d'intérêt mutuel entre les 2 pays. Ismaël Marguerite a précisé dans son discours que le défi croissant auquel sont confrontés nos pays de l'Afrique ont besoin d'une intégration sérieuse et renforcer les différents mécanismes en place. Ces accords de coopération et les mémorandums d'accord signés aujourd'hui, a affirmé le président Guelleh, et le forum d'affaires qui se tiendra en marge de cette visite réaffirme la volonté commune de 2 pays de renforcer leur coopération et de faire progresser leurs relations économiques. Pour terminer, le chef de l'État a donc conclu ses propos qu'il voudrait exprimer sa reconnaissance dans ce pays, dans le rôle de la stabilisation et la promotion du développement en République tunisienne, ainsi que pour l'expérience de la démocratie qui est universellement respectée. Et
dans le cas de la Tunisie, qui est également respecté. Retour à Djibouti, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu ce matin des membres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme ainsi que les représentants des comités nationaux en charge des droits de l'homme des pays francophones qui effectuent actuellement une mission d'observation et de soutien à la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme de Djibouti. Le président de l'Assemblée leur a souhaité la bienvenue à ses hôtes et lui a parlé donc des progrès en matière de défense, de promotion et de la protection des droits de l'homme à Djibouti. Il est longuement intervenu également sur le rôle du Parlement pour le renforcement du processus démocratique à Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale a remercié l'ensemble de la délégation pour cette visite et l'audience s'est clôturée donc par une prise d'une photo de famille. Autre actualité de ce 22h avec cet atelier du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de l'élevage et des ressources halieutiques en étroite collaboration avec l'UNICEF et l'USAID sur la validation d'un document cadre du plan de contingence nationale sectorielle en eau, l'hygiène et assainissement connu sous les acronymes de WATCH au Sheraton Hotel. C'était ce matin. L'objectif était de mettre à jour un plan de contingence pour se préparer à une éventuelle catastrophe. La mise en place de mécanismes d'évaluation immédiate et rapide en direction des populations vulnérables touchées par une crise humanitaire. Dans ce contexte, j'aimerais notamment souligner l'importance d'un cadre de coordination avec la participation de tous les acteurs du secteur eau qui permettra une meilleure planification et un suivi plus rapproché des activités dans le cadre de l'appropriation et de la réponse. Pour plus de précisions sur cet atelier, écoutons les explications de la directrice de l'hydraulique rurale, Mme Souad Soulem. Comme vous le savez, la sécheresse récurrente que connaît le pays ces dernières années constitue l'un des principaux défis placés parmi les priorités du gouvernement. Les facteurs inhérents de la sécheresse contribuent à augmenter de manière significative la vulnérabilité des populations les plus pauvres. De plus, à la crise de la sécheresse se superpose la recrudescence des flux de réfugiés, des déplacés internes, des inondations qui surviennent parfois même en pleine crise de sécheresse. Au vu des effets grandissants du changement climatique et du rôle primordial que doivent jouer les acteurs du secteur eau et assainissement et hygiène dans la prévention, la préparation et la réponse à ces catastrophes, la direction de l'hydraulique rurale a pris l'initiative d'élaborer un plan national de contingence WASH avec l'appui financier de l'USAID par le biais de l'UNICEF. Mesdames et messieurs, à titre de rappel, le ministère de l'Agriculture, par le biais de la DHR, a procédé au cours des 2 dernières années à la validation de deux autres documents nationaux, à savoir le plan stratégique de l'assainissement individuel et la stratégie nationale de gestion participative des points d'eau en milieu rural. Ils ont été conçus pour doter les institutions concernées de tous les outils nécessaires pour optimiser leur politique, notamment en matière d'assainissement et de gouvernance des ouvrages hydrauliques. Pour la 3e fois consécutive, le ministère de l'Agriculture procédera à la validation, cette fois-ci, d'un nouvel outil stratégique pour le secteur qui est le plan national de contingence WASH. Prenant la parole en dernier, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, avait déjà rappelé dans son allocution que le récent passage du cyclone Sagar démontrait la nécessité de se préparer d'avance pour faire face aux catastrophes naturelles, ce qu'on dénomme un programme de contingence et qu'on le doit être réactif. Le cyclone, pour la première fois, pénétré au niveau du golfe d'Aden, qui est une mer très étroite. Et pourtant, il est parvenu, mais toutes les prévisions que nous avions depuis que la météorologie existe, il y a un siècle en République de Djibouti, on n'a jamais vu un cyclone pénétrer le golfe d'Aden. Et c'est devenu quelque chose vraiment d'édifiant, parce que les cyclones, on les trouve dans les zones intertropicales au niveau du Pacifique, de l'océan Indien. Je voudrais dire que les contre-coups, les effets que nous avons eus de ces cyclones a eu des retombées néfastes au niveau de la pluviométrie diluvienne que nous avons connue les jours où il y a eu cyclone Sagar qui s'est abattu pas loin d'ici, c'était à 150 km d'ici, ce qui n'est pas loin. Donc tout peut arriver. Donc considérons comme le changement climatique
le changement climatique comme une donnée permanente de notre vie, de la vie au niveau de la planète. Pour vous donner quelques chiffres, depuis 1870, l'atmosphère s'est considérée, comme vous êtes beaucoup dans le domaine de l'eau, comme un grand réservoir qui absorbe une certaine quantité de gaz carbonique. On connaît aujourd'hui l'atmosphère qui est composée de plusieurs couches, combien il peut absorber. C'est 3 milliards 200 millions de tonnes, ni plus ni moins. Et voilà qui nous ramène de parler de cette réception de l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte accrédité, j'y arrive, à Djibouti, Ahmad Adil, une réception organisée pour marquer le 66e anniversaire de la glorieuse révolution du 23 juillet 52. Cette réception donc a accueilli bon nombre des autorités djiboutiennes, en l'occurrence le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, le ministre de l'Environnement, Moussa Ahmad, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, Mohamed Ali, et le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria, ainsi que le directeur de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé. L'Égypte devient alors la République de l'Égypte le 23 juillet, date retenue pour célébrer la fête nationale. Eh bien, les participants ont profité de cette occasion pour présenter leurs félicitations à l'ambassadeur Ahmed Ali Adil et saluant le grand progrès réalisé par l'Égypte dans divers domaines. إن العلاقات بين مصر وجيبوتي ليست وليدة اليوم. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Mohamed Hassan Baré, qui a représenté le gouvernement djiboutien, a affirmé la volonté du gouvernement de renforcer les relations fraternelles avec la République arabe d'Égypte, ainsi que la coopération et la coordination dans les différents domaines. Le ministre djiboutien a souligné que ces relations développées sous la direction du président Ismaël Marguerite et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi ont été donc très avancées, ont avancé donc de manière significative. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diadine Saïd Makrama, a reçu le 3 octobre Son Altesse le Prince Khaled Ben Abdelaziz Al Saoud, le ministre qui est ministre de la garde nationale saoudienne. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales et la coopération entre les deux pays frères dans le domaine militaire, ainsi que la participation de la République de Djibouti aux activités du festival culturel Al-Janadriya. Retour à Djibouti, santé toujours dans le cadre du renforcement des capacités du SMUR. Le ministre de la Santé, Dr Jamal Mouki, a procédé à la remise de 7 nouvelles ambulances qui portent à 16 le nombre des ambulances opérationnelles pour assurer les activités de transport médicalisés. Eh bien, le ministre de la Santé, Dr Jamal Mouki, a rappelé aux différents responsables de cette unité sur la nécessité d'une maintenance efficace pour garantir le parc roulant du SMUR. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a célébré ce lundi 1er octobre au lycée Rodan 4 à la journée internationale des personnes âgées en collaboration avec le secrétariat d'État chargé des affaires sociales. L'événement a réuni des élèves, des enseignants et des parents d'élèves. Les danses folkloriques, les discours et les débats ont organisé dans le but de sensibiliser les élèves sur l'importance d'accompagner et soutenir les personnes âgées. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté que l'école djiboutienne souhaite donc développer chez les jeunes. Et ce magazine à Djibouti, en dehors des instances juridictionnelles du département de la justice en charge des droits de l'homme, opère aussi d'autres cours pour le règlement des litiges sociaux ou familiaux, ce qu'on dénomme les cours islamiques, dont les jugements sont basés sur le Coran et les articles du Code de la famille. Mais il existe aussi les cours coutumiers. Suivons ce magazine qui traite ces sujets. Même si la modernité s'est imprégnée dans tous les recoins de la vie et au sein de certaines institutions, à Djibouti, la coutume et la tradition gardent une place centrale dans notre société. Sur le plan judiciaire, l'État et les représentants de la société civile, dont les juristes, notables et les religieux, ont convenu de mettre en place plusieurs niveaux juridictionnels.
pour résoudre les litiges ou conflits qui immanquablement marquent le cours d'une vie et les rapports humains, qu'il s'agisse d'héritage, de différends fonciers, de divorce, de vol, de réparation pour violence, de divergence familiale, de garde d'enfants, etc. Plusieurs instances ont été mises en place. Les conseils coutumiers, les madounes, les juristes qui fondent les jugements sur les bases religieuses et traitent généralement les affaires familiales. En outre, un code de la famille a été adopté, dont les articles se basent sur les valeurs islamiques et les lois immuables. Monsieur, lors de la requête que vous nous avez émise, vous avez mentionné que cette parcelle de terrain n'est pas au plaignant, mais à vous. Donc, est-ce que vous avez le papier attestant que cette parcelle vous appartient? Non, j'ai pas de papier pour attester cela, mais la commune me l'a octroyé. J'ai des papiers pour cette parcelle de terrain que j'ai occupée pendant plus de 30 ans. Et ce papier est un titre provisoire. À Djibouti, les lois sont aussi fondées sur les traditions afar et somali. Cette justice coutumière traite des litiges mineurs en matière civile. beri hore u baxsaday marba nin unbaan gurigayga ugu imanaya muddo unbaan haddana siinaya haddana marka ciidankii askartii laga xidho ay yidhahdaan haddana balukaadiya bariis baa dabka noo saaran ayo dadna dee dhowr qofna lay soo kaxaysto bal waayee wax siiya haddana muddaan u qabanaya. Les juridictions coutumières sont présidées par les administrateurs civils tels que le président du tribunal, qui est le président de la commune ou son adjoint, mais aussi par des ascenseurs des communes de la ville. Il s'agit souvent des sages ou des notables respectés par leurs proches concitoyens. Si aucun règlement ne semble satisfaire une quelconque partie en conflit, les plaignants vont ensuite recourir aux tribunaux de Djibouti où le processus est plus lent et fort onéreux. L'on passera par les tribunaux de la première instance, par la Cour d'appel, en finissant par le verdict final de la Cour suprême. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Fardous Hussein qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Et nous entamons avec la Libye où Rome organisera cette conférence en Libye en novembre. Eh bien Ali, selon le ministre italien des Affaires étrangères qui a annoncé la tenue d'une conférence sur la Libye les 12 et 13 novembre à Palerme en Sicile, il a précisé que les discussions se concentreront également sur une approche inclusive en vue de stabiliser le pays déchiré par la violence et les guerres d'influence. Cette conférence de paix visera à identifier les étapes d'un processus de stabilisation, a déclaré le ministre au Sénat, objectif étant d'aboutir à une solution commune, même s'il y a des différences d'opinion entre les différentes parties. De son côté, l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a déclaré aussi à la presse cette semaine qu'il était difficile de tenir les élections du 10 décembre prochain, comme prévu par le calendrier adopté à Paris en raison de violences et des retards du processus législatif. Et la France, avec cette démission du ministre de l'Intérieur, où le chef de l'État français a fini donc d'accepter. C'est une crise politique que traverse la France. N'en déplaise pas aux marcheurs, Emmanuel Macron a perdu son bras de fer avec son ministre de l'Intérieur. Le président a fini par accepter la démission de Gérard Collomb cette nuit, après donc le numéro 3 du gouvernement il y a 5 semaines. C'est donc au tour du numéro 2 de quitter le navire. Le Conseil des ministre se fera sans lui, alors qu'hier Gérard Collomb a assuré rester en poste jusqu'à ce que l'on lui trouve un remplaçant. Il est prévu que le Premier ministre Édouard Philippe assure l'intérim du premier policier de France. La nomination provisoire d'Édouard Philippe à l'intérieur souligne le manque de réservoir et la difficulté de l'exécutif de trouver un remplaçant à Gérard Collomb à ce poste stratégique. Et des 6 principaux ministres de l'ordre protocolaire en France au début de ce mandat d'Emmanuel Macron, il ne reste plus aujourd'hui que Jean-Yves Le Drian aux affaires étrangères, dont le nom circule également pour prendre le relais de Collomb. Merci Fardous Hussein pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.